Bien, donc je termine toujours l'implémentation de mon algorithme génétique pour la résolution du problème de voyageurs de commerce. Donc comme je vous l'ai dit, je suis en train de suivre les étapes de l'algorithme. Premièrement, j'ai pris la dimension de nombre de villes égale à 5, la dimension de la population initiale égale à 10 et je l'ai généré d'une façon aléatoire en utilisant des fonctions de la librairie NumPy pour la génération aléatoire, en utilisant bien sûr les modules random. Donc les chromosomes, les structures de données que j'ai choisies, c'est une structure de données que j'ai choisie. La structure de données que j'ai choisie, c'était une population, c'est-à-dire j'ai choisi une matrice qui a une matrice à 2 dimensions qui a pour le I, c'est le compteur des lignes. Les lignes, ce sont le nombre de chromosomes, c'est-à-dire le nombre des individus dans la population, et c'est-à-dire la ligne, et chaque ligne, c'est-à-dire chaque ligne avec ses colonnes. Chaque ligne, elle a n colonnes. Les colonnes, ce sont les gènes du chromosome. Donc, chaque ligne, c'est un chromosome, ok? Et chaque colonne, c'est un gène du chromosome I. Bien, donc chaque élément I, chaque colonne J est un élément de la colonne I. Très bien. Donc, j'utilisais, ici, vous voyez dans la structure. Donc, vous voyez que je vous ai dit, il y a plusieurs structures de données à utiliser, à exploiter. Donc, chacun doit, c'est-à-dire avant d'entamer la programmation, avant de lancer Python et commencer à programmer, il faut prendre une feuille et un stylo et essayer de concevoir sans programme. Donc déjà, on ne parle pas de la compréhension du principe. Ça, c'est côté théorique, il faut comprendre le principe de l'algorithme génétique. Une fois compris, maintenant on va passer à la notion de programmation. Il faut concevoir son programme. Comment? En choisissant des structures de données et des instructions qui vont premièrement adapter notre programme en Python, c'est-à-dire traduire le programme, l'algorithme, c'est-à-dire traduire l'algorithme génétique dans le programme Python, mais avec des structures de données et des instructions qui essaient premièrement d'illustrer bien les étapes de l'algorithme et aussi il faut, c'est-à-dire toujours avoir l'œil sur la complexité. Il faut choisir des structures de données et des instructions qui minimisent le côté stockage des données, ok, c'est-à-dire pour ne pas, c'est-à-dire utiliser moins de mémoire, et aussi pour la complexité spatiale, et bien sûr pour utiliser moins le processeur, donc essayer de minimiser les opérations, les calculs, pour avoir moins de calculs, donc minimiser la complexité temporelle. D'accord? Donc le temporel elle a une relation avec le calcul, le processeur, et la spatiale, la complexité spatiale, elle a une relation avec le stockage, les structures de données, c'est-à-dire l'utilisation de la RAM, de la mémoire. Ok? Très bien. Ça, c'est le réflexe d'un bon programmeur, d'un bon concepteur. Une fois que vous choisissez vos structures de données, donc une fois que vous lancez le Python, il ne reste que le souci de traduire, d'écrire la syntaxe de nos structures. Il faut respecter la syntaxe du programme et aussi les exécutions. Bien. Donc, vous voyez que je suis en train de respecter les étapes. Donc, le n égale à 5, m égale à 10. Bon, en le cas, c'est un compteur pour boucle que j'initialise à 0. La population, ici, j'ai utilisé une matrice, ok. Ici, je l'ai déclaré pour son stockage. Et ici, en utilisant la fonction append, c'est pour pouvoir l'initialiser à 0. Les lignes et les colonnes à 0. C'est-à-dire les éléments de la matrice à 0. Ok. Donc, très bien. Une fois que j'ai terminé, c'est-à-dire donc, j'ai généré aléatoirement les coordonnées des villes, puis j'ai généré les chemins, c'est-à-dire les chromosomes. Chaque chromosome, c'est un chemin, en utilisant ces instructions-là, en utilisant des boucles. Et j'ai respecté le contrôle pour avoir une seule ville dans le chemin, parce que c'est une contrainte du modèle voyageur de commerce. Donc, il faut respecter le modèle. La contrainte dit que le voyageur visite une seule ville une seule fois. Donc, pour pouvoir respecter cette contrainte, j'ai utilisé ce contrôle-là, en utilisant cet ensemble d'instructions. Bien. Donc maintenant, je vais essayer ici de prendre une nouvelle cellule pour, c'est-à-dire voir les étapes, parce qu'ici, on remarque très bien, on a généré la population initiale. Maintenant, la fonction d'évaluation, il faut calculer la fitness, qui est la fonction évaluation. Donc aussi la fitness, il y a plusieurs façons de la déterminer. Dans notre cas, on va considérer de façon très directe, c'est la distance du chemin parcouru. Et on essaie de minimiser cette distance. C'est ça le but du problème de voyageur de commerce, ou bien l'objectif du problème. Donc la fitness, c'est la distance. Pour la distance, j'ai utilisé, donc j'ai déjà expliqué ça dans
l'algorithme en utilisant l'algorithme recul simulé, parce que la première phase c'est la même chose, la structure de données, bien la modélisation du voyageur de commerce c'est la même chose. Donc puisque j'ai illustré chaque ville par ses coordonnées, les x et les y, ou bien la latitude et la longitude, donc je vais utiliser c'est-à-dire la distance entre deux points dans le repère nupérien qui est égal à racine carrée de xb moins xa. Xb c'est l'abscisse du point B et le A c'est l'abscisse du point A au carré plus YB moins YA avec les YB et A sont les ordonnées du point A et B. Donc je vais utiliser cette formule là pour l'illustrer ou bien pour la traduire en Python. J'ai défini une fonction que j'ai appelée fitness et j'ai utilisé quelques fonctions pour pouvoir, c'est-à-dire comment dirais-je, parcourir l'ensemble des abscisses et des ordonnées de chaque point d'une façon séquentielle. J'ai utilisé des fonctions comme column stake de NumPy, en utilisant le principe de l'empilement, c'est-à-dire j'ai considéré les deux ordonnées comme un seul tableau. Donc j'avais deux tableaux de dimension 1, donc je les fusionnais en un seul tableau à deux dimensions en utilisant bien sûr column stack. Et j'ai utilisé un empilement, c'est-à-dire, vous voyez ici la notion de stack, le non-stack, c'est-à-dire c'est la pile. J'ai utilisé le principe d'empilement et d'épilement d'une pile. D'accord? Et j'ai utilisé à distance en utilisant des fonctions de NumPy comme sum, sqrt, roll, d'accord, pour pouvoir c'est-à-dire se déplacer dans le tableau. J'ai expliqué toutes ces fonctions-là dans l'algorithme du recul simulé. Mais ça n'empêche que je vous donne, c'est-à-dire la façon, il faut toujours, pour apprendre les différentes fonctions de NumPy, il faut premièrement la sémantique et la syntaxe. Pour moi, j'ai utilisé cette fonction-là, NumPy column stake. C'est une fonction, bien sûr, qui a des paramètres. Donc, sa sémantique, cette fonction est utilisée pour empiler des tableaux ND sous forme de colonnes dans un tableau 2D. Dans mon cas, j'avais deux colonnes, deux vecteurs, c'est-à-dire deux tableaux à une dimension, le x et le y. Je l'ai, c'est-à-dire utilisé comme un simple tableau à deux dimensions. Elle prend une séquence de tableaux à une dimension et elle les empile sous forme de colonnes pour former un tableau 2D. Les tableaux 2D sont empilés tels quels. Donc cette idée m'est venue, c'est-à-dire en pensant à la structure pour calculer c'est-à-dire la distance pour cette formule-là. Vous voyez, surtout que j'ai plusieurs points. N, ça peut être très grand. J'ai testé ça pour le cas du voyageur de commerce pour le recul simulé à n égale à 200. Vous voyez. Donc, une fois qu'on a compris la sémantique, sa syntaxe, il faut la respecter pour écrire le programme. Donc, c'est comme ça qu'on apprend c'est-à-dire un langage, entre autres le Python, c'est en connaissant leurs fonctions, c'est-à-dire de leur librairie, d'une façon sémantique. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction pour pouvoir l'utiliser selon mon besoin dans ma problématique et bien sûr sa syntaxe pour l'écrire correctement dans mon programme Python. Donc, elle a un seul paramètre type. Ce paramètre, c'est quoi? Donc son nom, c'est ça, c'est NumPy.column-8 stake type. Elle a un seul paramètre. Le paramètre, c'est une séquence de n c'est-à-dire de tableaux. Donc, contenant des tableaux à empiler, les tableaux doivent avoir la même première dimension, bien sûr, et elle retourne, c'est-à-dire, parce que c'est une fonction, donc elle retourne quelque chose, donc elle retourne un tableau à 2D empilé. Le tableau 2D empilé, des deux tableaux d'entrée, bien de nombre de tableaux d'entrée. Dans mon cas, j'ai deux tableaux, le X et le Y. Donc, je vous les ai expliqués bien dans c'est-à-dire l'explication du recul simulé. Parce que j'ai utilisé la même structure pour le modèle TSP, pour l'algorithme recul simulé et aussi pour l'algorithme génétique. Et je vais utiliser toujours pour d'autres algorithmes. Bien, que je vais implémenter, bien sûr. Donc, parce que, c'est-à-dire l'idée de programmer toutes ces métaheuristiques pour faire une petite comparaison, un état de l'art, et voir la différence entre les différentes métaheuristiques, ça peut nous aider à penser à une hybridation. Parce que pour penser à hybrider des métaheuristiques, c'est-à-dire à utiliser deux ou plusieurs métaheuristiques en même temps pour la résolution d'un problème X, il faut premièrement comprendre le principe de chaque métaheuristique seul, puis une fois qu'on comprend bien le principe de chaque métaheuristique d'une façon, c'est-à-dire seule, on peut penser à aller voir les points communs, on peut penser à l'hybridation parce que actuellement les recherches utilisent beaucoup l'hybridation entre les différentes méthodes de résolution en optimisation, bien sûr. Donc très bien. Maintenant, donc j'ai utilisé ces fonctions-là et aussi j'ai utilisé la fonction append, j'ai déjà mentionné pour pouvoir initialiser